Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast de Radio Ma'arif, un podcast Histoire, nos podcasts Histoire à la recherche de notre passé, avec devant moi aujourd'hui un pilier de Radio Ma'arif, Abdullah Fili. Salut à toi. Bonjour Sirda. On est ensemble. Abdullah Fili, je ne sais pas s'il faut te présenter. Illustre archéologue, on peut dire illustre archéologue, professeur, archéologue. Ouais, professeur archéologue. Bref, c'est pas la première fois qu'on t'entend chez nous. Et tu connais bien le concept. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant tu proposes des sujets et spontanément ta nature t'a poussé vers des sujets obscurs. Vers par exemple cet émirat mystérieux que tu nous as proposé de détailler pour nous, l'émirat de Banu Yidder. Banu Yidder. Qui sont ces gens-là, s'il te plaît, et en quel moment ont-ils existé? Alors déjà, Banu Yidder, ça nous renvoie à quelle région à ton avis? Banu Yidder, je vais te dire que c'est Yidder, la vie, le vivant, c'est plutôt souci. Ah oui, non. Oula, Kabil, Oula, Asmito. Voilà. Donc, Yidder, le chanteur. Exactement. Et Yidder. Yidder, Voilà. exactement. C'est classique. Ça veut dire vivant, non? Ça veut dire le vivant, oui. Le vivant. Oui. Yahya, Yahya. en quelque sorte. D'accord. Et donc, oui, ça nous renvoie à un émirat complètement inconnu, avec une histoire très obscure, mais dont le centre névralgique, c'est la région d'Oussous, et plus précisément autour de Taroudant et sa région. Montagne et plaine. D'accord. Et cet émirat qui a quand même duré presque un siècle d'existence vient après la défaite de Las Navas de Tolosa en 212. 1212. Donc c'est à peu près la source de toutes les velléités d'indépendance régionale au Maroc, la décadence, le début de la décadence des Almohades. Donc les Almohades perdent cette grande bataille en Andalousie, et donc du coup leur pouvoir s'effrite, donc du coup les gens en profitent pour grignoter, disons, de l'indépendance ou de l'autonomie ou du pouvoir, quoi. Exactement. En tout cas, l'émergence de nouvelles forces politiques, dont les Mérinides au nord, et bien évidemment les Znata, Mérinides, et puis on a dans la région d'Oussous les Banu Yidder. D'accord. Oussous, d'une manière générale, il faut dire que c'est une région qui a tendance à s'écarter un peu de la mainmise du pouvoir central, de tout temps. D'une part parce que, voilà, c'est une zone marginale par rapport... Tu parles géographiquement? Géographiquement, oui. Pour dépasser la limite de Haut-Atlas, il faut le vouloir. Donc c'est une barrière géographique extrêmement difficile, et même jusqu'à ces dernières années, jusqu'à l'autoroute, au début des années 2000, c'est 9-10 heures de trajet pour aller jusqu'à Agadir, au Taroudant, etc. Donc c'est véritablement... On parle du col, là, Mintanout, tout ça. Mintanout, etc. Donc maintenant c'est réduit à 6 heures, 5 heures, 6 heures, mais avant c'était tu sais, je vais te dire, moi j'habitais à Agadir quand j'étais petit, et effectivement, c'était avant l'autoroute bien sûr, je vais pas donner, tu vas pas me dater au carbone 14, mais il n'y avait aucune autoroute au Maroc. C'est ça. Quand on allait vers le nord, disons, quand on arrivait à Agadir, on a l'impression effectivement qu'on avait basculé dans un autre espace. Exact. Un peu comme quand tu vas à Al-Husseima d'ailleurs, ou bien quand tu passes le Rif. Une fois que tu passes ces montagnes, tu es dans un autre espace. Exactement. Donc je comprends ce que tu dis. Mais j'ai une question. Est-ce que les gens du Souss sont un peu loin du pouvoir central, ou bien, option B, vu qu'on est après les Almohades, et que quand même, que ce soit au niveau des Almoravides ou des Almohades, il y a quand même eu des émergences, bon peut-être pas de grands personnages, ou alors c'est des gens qui sont tellement, une concentration de lettrés, etc., de religion, d'ambition, qu'ils estiment qu'ils peuvent se gérer tout seul. Est-ce que c'est pas plutôt ça? Il y a certainement, comme d'ailleurs on en a parlé quand on a parlé de la conquête islamique au Maghreb, etc., il y a cette volonté d'autonomie. Et dans le Souss, ça a toujours existé, de tout temps d'ailleurs, jusqu'à les derniers siècles. Par exemple, il faut savoir, mais même quand Moulay Ismail a mis la main sur la région du Souss et surtout sa capitale Taroudant, eh bien, à chaque fois qu'il envoie un de ses fils dans cette région, et là, justement, des velléités d'indépendance et d'autonomie par rapport au pouvoir central. Peut-être c'est riche aussi, non? C'est une région plutôt riche. C'est excellent.
Donc ça, cette volonté-là, elle est certainement sous-tendue par un certain nombre de facteurs. Il y a le facteur géographique, à n'en pas douter. Mais il y a également le facteur économique. La région est riche et il a un potentiel économique énorme. Et ce n'est pas par hasard que les Almohades, les Banu Yuddir qu'on va voir un peu plus tard, ont en quelque sorte fondé leur révolte et leur sédition en quelque sorte en se basant sur cette force économique. La plaine est riche, la montagne est riche. Et commerce transsaharien pas loin. Les passages transsahariens sont là. Et donc, forcément, donc ça donne des idées. Voilà. J'ai passé un critère à l'époque. Voilà, ça donne des idées à faire des projets. Les plages sont jolies. Ouais, les plages sont jolies. Et donc, à partir de là, de toute l'histoire, et surtout d'ailleurs cette période de la fin des Almohades, en tout cas le début de la décadence des Almohades, on a un certain nombre de révoltes dans la région, un certain nombre de rebelles, dont par exemple, dès 1200-1201, il y a un certain Abu Qassaba. D'accord. Abu Qassaba, et littéralement en tamazirt, je sais que le nom va te plaire, il s'appelle Boudghanimt, qui est exactement la traduction littérale d'Abu Qassaba. Mais dans les textes, on l'appelle Abu Qassaba, par exemple, dans toute la littérature d'Usus, écrite par les Soucis, ils traduisent en fait les toponymes, que ce soit de personnages ou des toponymes géographiques et tout ça. Ils traduisent les noms. Ils traduisent les noms. Par exemple, Bigra, il l'appelle Abu Dafadi'. D'accord. Et ainsi de suite. Grenouille. L'Azarifi, par exemple, la grande famille Azarifi, il l'appelle Choubi. Tu vois, Choubi ou Azarif ou l'Alain. D'accord. Et donc voilà, cette manie en fait, que ce soit chez le Tarsoussi ou autre. Si quelqu'un s'appelle Serrochni, ils vont traduire. Ils vont traduire ça littéralement pour que, en fait, rapprocher le sens des mots au lecteur qui ne connaît pas la mazir. D'accord. Et donc, il y a, comme j'ai mentionné, depuis le début du XIIIe siècle, des révoltes, que ce soit des autochtones comme Abu Qassaba, comme d'autres qui viennent de l'Ifriqiya ou d'Al-Andalus pour en fait se rebeller et chercher une légitimité essentiellement religieuse. Il ne faut pas oublier que Ribat Massa, qui est sur la mer, c'est des Rabat actuellement, eh bien, c'est là où normalement, d'après la tradition géographique, que les Mahdi vont sortir. D'accord. Et ça, c'est très important. C'est ton village, ça, il faut le dire. Hein? C'est ton village. C'est mon village, oui. Voilà. D'accord. Donc chronologiquement, cet émirat est très important dans la région d'Usus parce que, oui, il vient succéder aux Almohades à partir en fait de 1250 jusqu'à pratiquement le milieu du XIVe siècle, aux alentours de 1340. Donc ça a duré quand même un siècle, 90 ans. Ouais. Autant que les Almohades. Hein. Exactement. Mais sur une petite zone. Sur une petite zone, la région d'Usus, véritablement, que ce soit dans la plaine, comme je disais, et la montagne, la région de Siroua, la région de Taliwin actuellement, etc. Parce que c'est... Tout ça, c'était Banu Yuddir. C'est Banu Yuddir. Pourquoi cette région? Parce que, en fait, il y a la valeur économique des montagnes d'Usus qui sont extrêmement riches encore aujourd'hui. Banu Yuddir, le personnage important de cet émirat, le fondateur, c'est Ali ibn Yuddir az-Zgondri. Et Zgondar, c'est où? C'est dans la région d'Askaoun actuellement, c'est dans les montagnes de la région de Taliwin. Et Zgondar, pour ceux qui suivent un peu les cours d'argent et des minerais, il est mondialement connu par l'exploitation de l'argent. Ah, il y a une mine d'argent. Il y a une mine d'argent qui est absolument inaccessible, mais ô combien riche d'argent. Il y a l'entreprise, il vient de signer d'ailleurs un nouveau contrat avec l'entreprise canadienne Silver and je ne sais pas quoi. D'accord, donc Zgondri, il a mis la main, il a fait... Il est originaire de Zgondar, d'accord. Donc c'est une force économique, il part d'un endroit extrêmement riche, et il faut savoir que depuis le XIIe siècle, depuis la naissance de l'État almohade, eh bien, ils se sont installés dedans, dans cet endroit. Moi, j'y suis allé, je l'ai exploré archéologiquement. Il y a encore des structures archéologiques que la mine en question a détruit et tout ça. Mais ils ont frappé des monnaies à Zgondar. D'accord. Banu Yuddir. Non, les Almohades d'abord. D'accord. Et après, bien sûr, Banu Yuddir. Et après, les Banu Yuddir. Donc, alors, moi, j'ai bien retenu les leçons que tu nous as dispensées. Pour prendre le pouvoir, il faut 3 choses. Il faut la Asabiya. C'est ça. Ils l'ont, El Banu Yuddir.
Ils l'ont, pourquoi par là Ils sont unis, ils sont énervés. Alors, ils ont en quelque sorte le soutien de toutes les tribus Local. de montagne. D'accord. Et notamment Banu Wawzgit, Ait Wawzgit, Ah ouais. on est dans la région de Taliwit. Et donc dans Ras El Oued actuellement, c'est-à-dire en fait vers Aouloz, etc. Et ils ont cette force économique et surtout, ils ont un soutien militaire extraordinaire qui est complètement nouveau. C'est qu'ils ont enrôlé les tribus arabes. Et notamment les Banu Ma'aqil, qu'ils ont fait venir de Melouia. C'est un gros projet, ça. C'est inédit dans le Souss. C'est la première fois. Des mercenaires. Ils ont ramené ces tribus arabes nomades Banu Ma'aqil et les ont installés dans la plaine. Quand tu installes les nomades dans la plaine, ça veut dire qu'ils peuvent te défendre bec et ongle pour justement mettre la main sur la richesse de la plaine. Donc, puissance militaire, puissance financière, leader. Donc le premier, c'est qui le patron de cette... Donc Ali ibn Yidder, Exactement. Zgondri. Zgondari, donc lui, il a un peu de charisme, j'imagine, il parle bien, il sait mobiliser tout le monde. Alors exactement, c'est ça. C'est que c'est un À savoir personnage parler, charismatique. je pense que c'est le plus grand capital de l'histoire. Exactement. Les Karfi Hadar, mais- Voilà, exactement. Donc, véritablement, c'est un personnage charismatique. De tout temps, c'est comme ça. Il faut un leader, il faut un chef. Zaïm. Alors, il manque une chose, et j'attends, Dawa, le dogme, quoi. C'est-à-dire, de quoi se réclament ces gens-là? On n'en a qu'à faire, hein, mon ami. Yek. Non, c'est pas C'est-à-dire- intéressant dans la mesure où leur volonté, c'est véritablement de porter un coup terrible à la présence d'Al-Mohad dans le Souss. Et l'économie peut justifier justement cette chose. Mais par contre, il y a la fierté personnelle de ce personnage. C'est que son proche cousin était le vizir du calife Al-Murtada. Ah, voilà. Donc, Mohammed ibn Yunus, c'est le vizir d'Al-Murtada, aux alentours de 1248 à peu près. Et Al-Murtada, en fait, a disgracié justement ce proche cousin. Et donc, la fierté des Banu Yidder Il a été touché par cette disgrâce, justement, et ils se sont révoltés tout de suite après, c'est-à-dire la disgrâce a eu lieu en 1252 et la révolte en 1253. Donc c'est un mélange de besoin d'indépendance, de richesse, de vengeance personnelle, d'ambition locale. Enfin bref, on prend tout ça en le mêle. Et de faiblesse du pouvoir central, Exact. malmené en Andalousie et qui est en train de se casser la figure, qui va être bientôt remplacé par le pouvoir mérinide avec la prise de Fès un peu plus tard. Mais ces gens, en un siècle, est-ce qu'ils ont eu le temps de se présenter en État? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont envoyer pourquoi pas des ambassades? Est-ce qu'ils vont... Ou bien c'est juste Alors, une petite... Oui, ça, on n'a pas les détails, à vrai dire, parce qu'il y a très, très peu de choses. Je peux te dire que les deux sources majeures qui évoquent Hadli Banu Yidder, c'est Ibn Addari. Alors, Ibn Addari, il écrit quand? Le Bayan, à la fin du XIIIe siècle. D'accord, donc c'est une source de première main. Je peux te dire que les expéditions... Il est d'où hein? Le Marrakchi, c'est un Marrakchi, et en fait qui est l'antithèse d'Ibn Abi Zara. D'accord. Donc il écrit sur les Mérinides, mais en fait, il est beaucoup plus crédible qu'Ibn Abi Zara. Vous n'arrêtez pas de démonter. Ibn Abi Zara, peut-être pour les gens il faut écouter le podcast sur les historiens, pour aller vite, c'est l'historien de l'époque mérinide qui va vraiment façonner le récit national, on a envie de dire, avec la légende de Moulay Idriss, avec tout ce qu'on va encore aujourd'hui raconter, ça a été vraiment sous sa plume, quoi. C'est le plus important, en fait, du pouvoir. Mais bon, il est autant, j'ai envie de dire, il est un peu historien, il est aussi beaucoup propagandiste, quoi. C'est ça. Ça se promène c'est une commande du pouvoir. Pour se glorifier à elle. Enfin, le pouvoir. Exactement. Le Marrakchi, non, il n'est pas dans ce... Le Marrakchi, il est dans... c'est véritablement l'antithèse. Il ne supporte pratiquement pas les Mérinides, parce que c'est un Marrakchi, déjà. Ouais, ils lui ont piqué sa capitale. Et puis, il défend, en tout cas d'une manière discrète, les Almohades. Il ne les démonte pas comme Ibn Abi Zara, par exemple. D'accord? Et il leur donne l'entière légitimité au pouvoir. Est-ce qu'il ne va pas tomber en disgrâce, ce Marrakchi, parce qu'il va raconter l'histoire des Almohades? Ah, c'est sûr. De façon, disons, entre guillemets, glorieuse. Il est négligé. Il est négligé d'une façon Il n'est claire. pas politiquement correct. Exactement. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce qu'on demandait à l'époque à un chroniqueur, c'était de dénigrer la dynastie N-1. Exactement.
Exactement. Et ce n'est pas le cas d'Ibn Addari, qui a une œuvre extraordinairement riche de détails. Et comme par hasard, quand il s'agit de l'expédition, notamment la dernière qu'on va mentionner tout à l'heure, contre cet émirat, eh bien, il nous donne pratiquement un rapport. Et je pense que qu'il a accès à des archives à Marrakech, dans les bureaux ou les archives qui lui ont été transmises par d'autres historiens, qui a décrit pratiquement au détail près l'expédition, celle qui a mis fin un peu à cet émirat, celle d'Abu Dabbous, le dernier des califes almohades. D'accord. Explique-toi. Abu Dabbous. Abu Dabbous, il a perdu contre... Alors déjà, sous le Murtada... Il est parti pour le mater, quoi. C'est ça. Le Murtada déjà, quand il a su qu'il y a eu une révolte, une rébellion dans le Souss, eh ben, automatiquement, il a envoyé, pas qu'une seule fois, 3 fois, des expéditions contre Ali ibn Yidder. Et ça marche pas, quoi. Et ça marche pas, bien évidemment. Donc il y a des batailles. Au point où l'une des dernières, il a été guidé, on va dire, et supervisé par les chrétiens d'Espagne. Il a fait appel à des contingents chrétiens pour les envoyer pour mater le Murtada, pour mater justement Ibn Yidder en 1262. D'accord. Et les chrétiens, ils n'ont pas... Et donc, bien évidemment, dans l'OP, a complètement raté sa mission. Comment il s'appelle? Dans l'OP. Ça, c'est l'OP, c'est le chef des chrétiens. Voilà. D'accord. Et bien évidemment, on trouve dans les textes qu'ils disent qu'il ne s'occupe qu'à, comme c'est un mercenaire, de sa solde quotidienne, et que c'était journalière, et qu'il a fini par être tué par le Murtada. Ah, d'accord. Parce qu'il n'a pas réussi sa mission. Alors... Donc... On dirait un film. Alors, je retiens déjà 2 ou 3 petites choses dans ce que tu me dis. Le fait, comme ça, que les Banu Yidder recrutent des Arabes pour les défendre contre le pouvoir central almohade qui a récupéré, eux, des chrétiens. En fait, peut-être qu'on fait une erreur tout le temps dans l'histoire et dans notre vision des choses, peut-être même dans ces podcasts, c'est qu'on a souvent une vision soit religieuse, soit ethnique. Mais en fait, il faut parler politique. On parle de politique. C'est ça. C'est une lutte pour le pouvoir. Tout simplement. Chacun utilise ses ressources. Parce qu'on parle des almohades comme étant les plus musulmans des musulmans. Bon, ben, ils recrutent des chrétiens contre des musulmans, justement. Donc, en fait, il faut oublier, à mon avis, tout ça et parler politique. On fait comme ça. Clairement. Et la preuve n'est que de toute l'histoire du Maroc médiéval, en l'occurrence ici, eh bien, on a fait appel à des chrétiens et rien n'empêche que le chrétien s'accorde avec un musulman contre un musulman, etc. Hein, alors, donc il va repousser le Murtada, la Mouhad, il va repousser Don Loupé et compagnie. Oui. Il s'installe, quoi. Le Murtada, c'est un prince en quelque sorte qui est tué par son frère Abu Dabbous, le dernier des califes, qui a trouvé un accord avec les Mérinides pour que Abu Dabbous et les Almohades occupent Marrakech et la partie sud, et les Mérinides sont obligés de rester dans la région de Fès et le nord du Maroc. Mais ça va pas Sauf que, bien évidemment, les Mérinides ne l'entendent pas de cette oreille. C'est une étape vers l'effacement des Almohades. Voilà, exactement. C'est la fin des Almohades là que tu es en train de résumer, et c'est toujours les moments les plus compliqués. Hein. Moi, dans tous les podcasts qu'on a fait, ceux qui sont vraiment complexes en général, où c'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre, c'est les fins de dynastie. C'est les fins d'Almohades, les fins de Mérinides, c'est terrible. Les luttes intestines entre les membres d'une même famille. Voilà. Parce qu'on aime bien nous simplifier, mettre une famille au pouvoir, et c'est simple dans un grand espace, mais en fait, c'est des morceaux de pouvoir qui tombent, c'est des régions, c'est des négociations, c'est des trahisons, bref. Oui. Donc les Banu Yidder sont tranquilles chez eux, tout va bien, ils gèrent leurs ressources, jusqu'à leur monnaie. L'avènement d'Abu Dabbous, qui a décidé que c'est la principale raison de son existence, c'est-à-dire de soumettre... se vouer à leur destruction. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que le rapport... Il y a un film comme ça dans tout ce que tu nous racontes depuis le début. on sent le scénario quand même. Oui, exactement. Et de lire le rapport justement de mission rapporté par Ibn Addari, on voit jour par jour, en décrivant qu'à la fin du Ramadan, par exemple, le Murtada a été tué en 1266. La même année, avant même la fin du Ramadan, on n'a pas le temps de laisser finir le Ramadan, on descend vers Amskrod, c'est connu. Il s'appelle dans les textes Imskrodan, c'est-à-dire c'est un ethnonyme. Et de là, ce qui est bizarre, c'est que Ibn Addari te décrit par exemple la prière de l'Eid. Et on parle de l'Eid Sghir, et puis après, il nous décrit l'imam en fait
que par le fait qu'il soit complètement surpris par la présence du calife, et il a perdu ses feuilles de la khutbah. C'est ça. Peut-être c'est un local, et donc c'est pour dire en fait le détail, la force de détail avec laquelle Ibn Addari a décrit cette expédition. Ibn Addari, ce qui raconte les affrontements entre... Exactement, oui. Il raconte les affrontements tout au long de cette expédition qui a duré 2 mois. Donc c'est quoi? C'est des chevaux, des jumelles? Bien sûr, c'est des chevaux essentiellement, et c'est des zones montagneuses et donc très difficiles d'accès, parce que c'est ça aussi la force d'Ibn Addari, c'est que la première mission qu'il s'est donnée, c'est d'occuper toutes les places fortes de la région de Sousse. On parle d'Ansa. Ansa actuellement c'est Aouloz, et nous on a découvert justement la forteresse de Ansa qui est inexpugnable, qui est très bien fortifiée, naturellement bien fortifiée. Et puis tous les autres Husson, d'ailleurs on les appelle les Husson d'Ibn Addari, et en fait des Husson qui sont aux alentours de Taroudant. Ibn Addari s'est emparé de Taroudant, mais véritablement la plaine ne l'intéresse pas. La plaine l'intéresse à partir du moment où il a installé les nomades arabes dans cette région, dans la plaine. Donc il gouverne, il y a encore les Shbanat, il y a encore Houara, actuellement Yahmar dans cette région. Et puis après, ça l'intéresse parce que ça rapporte au niveau financier, c'est-à-dire l'impôt. D'accord? Donc c'est ça ce qui l'intéresse. Mais lui, c'est un gars qui est plutôt, on va dire... montagnard. Et il s'installe dans la montagne, et en l'occurrence dans ses forteresses. Et donc Abu Dabbous, quand il vient en expédition, son objectif, ce n'est pas la plaine, parce qu'il n'y a pas des Banu Addari dans la plaine. Non, mais les Arabes sont la plaine surtout. Il a essayé justement d'enrôler les Arabes et de les détourner. Et ça, c'est une bonne décision, parce que ça a participé aux premières défaites des Banu Addari face à Abu Dabbous. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est ça le problème avec les mercenaires. C'est-à-dire que tu peux toujours... C'est ça. Si tu... Ah, c'est lui qui paye. Exactement, ouais. Et d'autant plus que, bien évidemment, les Arabes nomades occupant la plaine, bien évidemment, ils sont soumis au coup dur des Almohades, des derniers Almohades. Et donc, forcément, il fallait qu'ils négocient avec le pouvoir almohade. Donc, les Banu Addari se retrouvent dans les hauteurs, et ils se défendent très bien. Ils se défendent très bien. C'est quoi là? On se bagarre avec des épées, avec des flèches, des lances? Des flèches, des cailloux. C'est véritablement des batailles acharnées. Et surtout, il y a une forteresse qu'on n'arrive pas à trouver. Il s'appelle Tizart. Tizart? Oui. Quand tu n'arrives pas à la trouver aujourd'hui? Aujourd'hui. On a essayé, mais à vrai dire... Forteresse italienne. C'est vraiment la forteresse majeure. C'est là où il est planqué, l'émir? C'est là où il est planqué, le cousin de l'émir. D'accord. Mais l'émir, il est dans une autre ville qui s'appelle Tinwinwin. Actuellement, probablement, on n'en est pas sûr parce que nos fouilles n'ont pas, on va dire, réalisé, n'ont pas arrivé à ce résultat. C'est dans la région de Taroudant, à 20 km à peu près sud-ouest de Taroudant. Il est fortifié, la ville en question. Il s'appelle Tinwainan. Mais toutes les chronologies qu'on a pour le moment, c'est quelque chose qui remonte, c'est pas très loin des sucreries par exemple de Tazmourt et tout ça. Toutes les chronologies qu'on a sur ce site, ils nous renvoient plutôt à l'époque saadienne. On n'a pas des choses plus anciennes, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'on n'a pas tapé, on n'a pas fouillé dans les parties les plus anciennes, mais voilà. Toujours est-il que cette ville de Tinwinwin est une ancienne ville depuis l'époque pré-almoravide dans la région. C'est un peu le pendant de Taroudant. C'est la ville... l'ennemi juré de Taroudant. S'il y a des chiites à Taroudant, les Bajaliens en l'occurrence, il y a des sunnites à Tinwinwin et vice-versa. C'est une ville fortifiée contrairement à Taroudant. Taroudant est dans la plaine, donc plutôt une ville de pouvoir, et la ville de rebelles, c'est Tinwinwin. Ça veut dire en fait qu'Ibn Addari s'est installé à Tinwinwin et finalement ils ont trouvé un accord avec Abu Dabbous pour qu'il se rende, ce qu'il a fait, mais en fait il s'est retiré. Et Abu Dabbous, au lieu que ça soit une expédition punitive, notamment contre Tizart, qui est la zone fortifiée, pratiquement un Agadir, toutes les récoltes de la région de Sousse, Ibn Addari les a amassées dans cette forteresse, il a récupéré, il s'est dirigé directement vers Tizart, histoire de dire que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le butin,
et non pas une expédition punitive. C'est dire l'état de l'économie almohade à l'époque. D'accord. Parce que le mec, normalement... Il a récupéré les ressources. Voilà, il est allé directement à l'Agadir, entre parenthèses. C'était pas une question de souveraineté, c'était une question d'argent. C'est ça. Et Ibn Yiddir a eu la vie sauve. Et il a eu la vie sauve. Donc tout le monde était content. En fait, à Tin Win-Win, ils ont trouvé un partenariat win-win. Exactement. Et donc, ils se sont mis d'accord pour justement se quitter avec un accord win-win. Probablement équitable pour tout le monde. Ici, mais tu nous as parlé de Ibn Yiddir là comme étant... parce que là, c'est la fin de l'émirat. Pas du tout. Il y a encore... Ça va durer 100 ans. Oui, exactement. Oui. Là, c'est la fin de l'expédition d'Abu Dabbous. D'accord. Et donc, en lisant effectivement Ibn Addari, on a l'impression que c'est la fin de l'émirat. Or, ce n'est pas le cas. C'est le début de l'émirat. C'est véritablement la transmission après de l'émirat continue avec la descendance de Ali ibn Yiddir qui a été tué par les Arabes, par les Banu Ma'aqil, en 1270. Donc, vous voyez, au sein de cette... C'est une mauvaise idée. Dès le début, je sentais que c'était une mauvaise idée. Ça allait se retourner contre lui. Parce que même Yaqub Mansour, il a le calife de Enmou, enfin bien avant le Murtada, etc. Il n'était pas convaincu qu'il avait une bonne idée en les intégrant à son système. Les nomades, ben voilà, c'est d'abord les ressources. Donc pourquoi ils l'ont tué? On sait pourquoi ils l'ont tué. Les textes ne disent pas pourquoi. Mais visiblement, c'est une question de désaccord. Et très, très probablement, ce qu'on soupçonne, c'est des désaccords financiers. Bien sûr. Quant à l'impôt notamment, etc. Comme les tribus nomades ont occupé la plaine, eh bien, quand ils refusent de payer l'impôt, eh bien, c'est pas bon. La pagaille. C'est pas bon. Et donc, il tue l'émir local. Le fondateur. Et il l'a remplacé par quelqu'un c'est pas son fils, mais son cousin. D'accord. Donc ça veut dire en fait que la transmission du pouvoir ne se fait pas d'une manière linéaire, mais voilà, au sein de la même famille, on a la transmission du pouvoir jusqu'à pratiquement l'époque mérinide. Les Mérinides n'ont pas tardé à éjecter Abu Dabbous et donc ils se sont imposés dans la région de Sousse. Abu Dabbous, on va répéter juste pour que les gens suivent bien. Abu Dabbous, c'est l'Almohade du sud. C'est ça. La fin des Almohades. Le dernier. Replié vers le sud pendant que les Mérinides grignotent le nord. C'est ça, c'est le dernier. Et les Mérinides, bien sûr, vont éjecter tout le monde et avoir le nord et le sud. Exactement. Et donc, en fait, après ça, on ne connaît pas bien les détails, mais on sait que les Mérinides ont du mal, en fait, à s'imposer dans la région de Sousse, et notamment autour de Taroudant. Et que, malgré tout, ils ont trouvé des accords avec, jusqu'à pratiquement Abul Hassan. Abul Hassan, quand il a, en quelque sorte, Abul Hassan, c'est Sultan Lekhal, non, c'est lui? Sultan Lekhal, exactement. Noir. Donc, il a mis fin à la rébellion de son frère Assigil Massa. Eh bien, il a imposé également son pouvoir dans la région de Sousse, en passant par derrière, et non plus par Marrakech. Il est passé par Siroua, par Ouarzazate, etc., pour arriver de Sigil Massa jusqu'à pratiquement Ansa. Il y a eu des affrontements, et au final, ils ont trouvé pareil un accord. Ils ont trouvé un accord où la famille des Banu Yiddir renonce au pouvoir, voire même, d'après Ibn Khaldoun, il a rencontré un neveu du fondateur des Banu Yiddir, de Ali ibn Yiddir. Il l'a trouvé dans le palais d'Abu Inan à Fès. D'accord. Donc c'est dire en fait que... Ils ont été intégrés peut-être au pouvoir, ils ont eu des postes. Exactement. Ils ont eu des postes, quoi. Exactement. Il faut dire aussi que ce personnage qui était dans le palais, Ibn Khaldoun l'a rencontré. Donc il lui a donné un certain nombre de détails. La version... Et notamment, ce qui est marrant, c'est qu'il lui a dit que eux, c'est-à-dire les Banu Yiddir, descendent en fait des Arabes. Bien sûr. C'est une descendance arabe. Tout le monde descend des Arabes ici. Et bien évidemment, c'est absolument incroyable. Mais c'est pour dire qu'en fait, qu'on a besoin de cette descendance, justement, de cette légitimité. Ce que je te disais tout à l'heure sur la légitimité par soit da'wa, c'est-à-dire le dogme, la réforme religieuse, ou bien dire on va appliquer le vrai islam, ce que plus ou moins on dit les Almohades ou les Mérinides, ou bien tu expliques que tu viens d'une ascendance noble, qui est un peu le shérifisme, qui va être l'argument numéro 1 des Saadiens. Exactement. Un peu plus tard. Exactement. Voilà. Exactement. Et des Alaouites. Et d'ailleurs, oui, tout le monde en fait, y compris Ibn Tomart, et voilà, il a fait une généalogie arabe jusqu'à Hassan. Moi, alors, on m'a dit, je ne sais pas qui m'a dit ça, je crois que c'est Triki, qui m'a dit qu'un sultan mérinide, on lui avait proposé une généalogie arabe et il avait refusé en disant que c'était un peu trop
C'était un peu trop. Le mensonge était trop voyant. Trop flagrant. Oui. Trop flagrant. Oui. Je sais pas. Je crois que c'est Hamid Teleki qui m'a raconté ça, mais bon. D'accord. Donc ça se termine pas dans un bain de sang, cet émirat. Il y a eu Abu Dabbouz avait massacré la population, bien qu'il ait l'accord en fait du cousin d'Ibn Yiddir de se rendre, qui tenait la place forte justement Tizert. Eh bien, malgré tout, quand ils se sont rendus, eh bien, il les a tous massacrés, en fait. Voilà. C'est Dabbouz, ça. C'est Abu Dabbouz. Ah bon. Mais voilà, il y a des choses comme ça dans l'histoire de l'humanité, d'une manière générale, et que... de l'inhumanité aussi. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense aussi que derrière tout ça, il y a une animosité qui a été exacerbée par une histoire ancienne, celle que les Almohades ont faite depuis le début, Abdelmoumen en l'occurrence, le rapport qu'il a avec les tribus de cette région, parce que Aïtouaouzghi, Tsgondar, etc., ils font partie des tribus Arghan, des tribus du Mahdi. Et donc, dès l'origine, je pense, il y a quelque chose qui une animosité, tension, en fait, une tension. Tension, parce que c'est des tribus qui estimaient que le pouvoir leur revenait, étant la base du mouvement almohade. C'est ça. Et il leur a échappé au profit de la famille d'Abdelmoumen, qui est un peu un étranger znati. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, il y a toujours eu chez les almohades le décalage entre la légitimité tribale et la légitimité politique qui ne se couvrait pas, quoi. Exactement, exactement. Et donc, malheureusement, on n'a pas de détails sur l'organisation de cet émirat, parce que voilà, personne n'en parle. Et si vous cherchez dans les manuels et même les livres de l'histoire du Maroc, il n'y a pas. Les Banu Yiddir, ils sont complètement oubliés, comme d'autres, hein, ce n'est pas les seuls. Mais en tout cas, avec cet émirat, on a en quelque sorte le Souss, en quelque sorte, qui est l'origine des Almohades et qui a joué un rôle très important dans la réussite, on va dire, des Almoravides, avec Wajjaj ibn Zullo, avec Abdullah ibn Yassin, etc. Eh bien, il continue à produire des candidats au pouvoir. C'est ça, exactement. Il revient au devant de la scène. C'est une zone peut-être marginale, mais qui a toujours en fait des sursauts, en fait, de temps à autre des ressources intellectuelles, financières, voilà, théologiques aussi souvent. Exactement. Écoute, l'un des éléments aussi importants, c'est la présence de l'élément arabe dans la région, qui a toujours en fait sous-tendu toutes les tensions politiques, sociales, etc. Encore aujourd'hui, hein, les nomades, c'est un véritable problème dans la région. Eh bien, on est au XIIIe siècle et donc la présence arabe dans cette région a certes créé des tensions, mais il a participé à l'arabisation d'une partie de cette région. C'est là où on retrouve par exemple... Quand tu parles d'arabisation, tu ne parles pas de langue, on est d'accord. Tu parles de métissage culturel ou ethnique, quoi. Tu ne parles pas de langue. Ouais. Et de langue aussi, parce qu'il y a il y a des régions, il y a plutôt des localités qui jouxtent en fait les localités berbères, qui parlent Tachilhit actuellement, à ce jour. À 1 kilomètre, 2 kilomètres, il y a une tribu ou là, un clan qui parle que l'arabe, avec un arabe mélangé à Tachilhit. Et pareil pour une Tachilhit qui s'apparente, ou en tout cas qui a des emprunts de l'arabe, ma'qilien, etc. Donc, alors attention, l'arabe ma'qilien, c'est pas l'arabe classique, on est d'accord? Non, c'est pas l'arabe classique. C'est une dérija yéménite. Yéménite, pour faire simple, en fait, les parlers pré-hilaliens, ils disent le qaf, qultlik, qultiliya, alors que les autres, gultlik, gultiliya, c'est à peu près pour... Il y a un mot, alors d'après le podcast qu'on a fait avec Karim Minsoukès, il y a un mot qui résume ça, c'est le mot dri, ou la dria que tous les Marocains connaissent, qui veut dire le garçon ou la fille, qui n'est pas arabe, qui n'est pas amazir et qu'on retrouve au Yémen. Voilà, c'est un mot qui a été transporté dans les bagages hilaliens. C'est dri ou dria, qui est vraiment, enfin pour nous, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, quoi. D'accord. Et donc, voilà, c'est les plus importants dans la région sud, Tafilalt, etc. Et toutes ces régions, c'est effectivement des populations importantes. Bon, écoute, Abdallah, merci beaucoup. Je vais te dire ce que je pense de ce podcast.
C'est rare que je démarre un podcast avec aussi peu d'informations. Tu m'as dit on va parler des Beno Yiddel, je ne sais pas du tout qui c'est. Et en fait c'est super intéressant parce que déjà c'est plein de surprises, de suspense. Et ça vient encore une fois démontrer à quel point l'histoire du Maroc est complexe. C'est pas ce long fleuve qu'on résume de dynasties qui se succèdent les unes aux autres. Il y a des sursauts, il y a des tensions. Et c'est amusant, c'est intéressant aussi de voir comment les problèmes se règlent, comment les négociations se font, comment les gens aspirent au pouvoir, comment les empires et les émirats se font et se défont. Et c'est encore une fois une preuve de la richesse de ce qui s'est passé ici. Merci beaucoup, Abdallah, pour cette très beau récit. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.